Notre invité du jour est Monsieur Daniel Dahien. Il est le vice-président de la CODEL. La CODEL qui est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Bonjour Monsieur Dahien. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Nous parlons actualité avec vous. Nous parlons également surtout des élections municipales de 2022. Alors, parlant justement de 2022, nous sommes dans une nouvelle année. Oui. Quels sont vos vœux, notamment les plus chers pour le Burkina Faso? Merci madame de l'occasion que vous nous offrez d'adresser nos vœux sincères d'encouragement, surtout les persévérances et d'endurance à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité en premier lieu. Elles sont très éprouvées et c'est le moment le plus fort pour nous de prouver une fois de plus que nous sommes le Burkina Faso, un pays des hommes intègres, un pays où le découragement n'existe pas, un pays qui prend ses responsabilités, quels que soient les moments. Nous l'avons connu avec la Volta qui a été reconstituée pratiquement 2 fois. Je crois qu'aujourd'hui encore, un barreau d'honneur va nous permettre de nous lever. Mes vœux les sincères vont à leur endroit. Et parlant de la CODEL, on sait que la CODEL est très active pendant les élections, pendant l'organisation d'élections, notamment au Burkina Faso, à travers les observations, à travers les rapports et autres. Mais passé cette période, que fait la CODEL? Oui, c'est vrai que la CODEL, par sa dénomination, on a l'impression que ce sont les votes. Non, c'est tout un processus. Et toutes les 8 étapes du processus électoral sont concernées par la CODEL. À commencer par la révision des différents textes, en passant par l'enrôlement, le vote, les questions, le contentieux, mais surtout également les réformes après le vote, la réconciliation après ceux qui se sont déchirés pendant les votes, et surtout nous suivons également les promesses, les engagements pris par les candidats ou les partis politiques. C'est le volet développement qui dure 5 ans pour ce qui est législatif et des présidentielles, 5 ans également pour ce qui est des municipales. Donc, ce n'est pas seulement que les élections qui nous concernent. La vie démocratique, vous savez, est entourée de pas mal de paramètres qu'il faille suivre. Et nous sommes une organisation citoyenne qui accompagne, qui veille, qui interpelle, qui alerte les gouvernants. Donc, vous travaillez après les élections, oui. Avant et après les élections, ah, selon oui, vous. Oui. Et la CODEL était face à la presse le 31 décembre dernier et vous avez fait savoir que vous avez fait le point un peu sur la gestion des conflits dans des communes en difficulté gérées par la CODEL. De quelles difficultés vous parlez? Oui, des conflits en difficulté gérés par la CODEL, non. Connus par la CODEL. Nous avons une 50aine de communes, madame, si je vous dis tout de suite qu'après les élections, tout n'est pas fini. Nous avons dénombré une 50aine de communes en difficulté, en conflit, parfois même, je dirais même en guerre ouverte, entre les fils et les filles de la même commune, parfois même des mêmes familles. L'élection, je dirais, au niveau local, est problématique, très dangereuse, et je crois que c'est porteuse également de plein de risques. Lorsque ça n'a pas marché, lorsque des gens se sont affrontés, lorsque la démocratie n'a pas marché, qu'il y a eu du faux, ça peut jouer sur la sérénité, sur la sécurité et surtout même sur la cohésion sociale des années durant. Et nous sommes allés auprès de ces communes pour ressouder un peu, je dirais même c'est le vrai mot, pour réconcilier ceux qui se sont brouillés à un moment donné. Et ça a marché à certains endroits où vous aviez vu, il y a 5 ans, des coupes partout, des déclarations, y compris sans oublier aussi les boycotts pour pouvoir démettre des maires pour des raisons autres. Mais nous sommes allés, nous avons réussi à rassembler les gens, à nous asseoir ensemble, à échanger, parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. La réconciliation, quels que soient les conflits qu'il y a, il faut toujours une table pour discuter. Tant que les gens s'éviteront, vous ne trouverez pas une solution. L'être humain est fait ainsi. Et nous sommes allés vers eux. Ils étaient très contents. Je ne vais pas vous citer des communes ici, mais certains se sont embrassés, les larmes aux yeux. Parce qu'il fallait simplement une tierce partie. Une tierce partie pour les rassembler et les laisser parler jusqu'au fond de leur cœur. C'est tout. Lorsqu'il y a un conflit, les gens ont envie de, je ne dis pas se défouler, mais de se vider. De dire quelque chose à l'autre qui va reconnaître ou qui va lui donner des explications par rapport à ce que l'autre croyait. Et ce que nous avons fait, ce n'était pas facile. C'était des communes où vous aviez des frères qui ne se parlaient pas, des groupes qui ne se parlaient pas. Et certains même ont même oublié qu'au niveau national, il y avait des recompositions politiques. Ils étaient toujours en conflit politique en oubliant qu'ils sont maintenant dans la mouvance. Vous voyez qu'il fallait venir et leur dire, mais en fait, quel est votre problème? Vous avez des problèmes personnels?
vous avez des problèmes de gouvernance, de gestion de l'État, de gestion des affaires publiques. Sinon, en haut, ils sont ensemble. Comment continuez-vous à faire encore une bagarre en disant « nous sommes de tels groupes politiques, vous êtes de tels groupes ». Non, mais ils sont ensemble en haut. Pourquoi pensez-vous que vous devez être différent en bas? Et situation nationale oblige, hein, vous êtes revenu sur la situation sécuritaire au Burkina Faso avec son lot de déplacés internes aujourd'hui. Comment on peut assurer des élections dans ces conditions et surtout en fait d'impliquer aussi ces personnes déplacées internes? Oui, ben, écoutez, les personnes déplacées internes, j'ai beaucoup de pensées pour eux. C'est pénible, je ne dirais pas que ça doit être pénible, c'est pénible, il faut les fréquenter, voir un peu les images ou aller sur place, voir comment les déplacements se font d'abord, avant de s'installer quelque part où on ne sait pas si on sera accueilli. Dans son propre pays, ce n'est pas une situation vraiment désirée. Généralement, on connaît ces situations lorsqu'on parle des réfugiés. Lorsque les gens ont quitté leur pays, ils arrivent à un autre pays où ils sont en sécurité. Mais ici, le déplacement est difficile et même l'installation est encore plus pénible. Je pense que ces personnes doivent être considérées comme des citoyens à part entière. Ce sont des citoyens qui sont déplacés involontairement par la force des choses. Ils doivent être accueillis, ils doivent être traités comme tels. De toute façon, nous sommes tous des déplacés. Je ne suis pas de Ouagadougou. Mais là, c'est volontaire. C'est pour des questions peut-être professionnelles. Je suis chez quelqu'un. Il n'y a pas de raison que j'aille chez un autre et qu'il pense que je suis de trop. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille beaucoup à ce que les communes d'accueil, ou je dis les populations d'accueil, s'il fallait dire ainsi, ou autres, puissent vraiment les prendre comme étant des frères et des sœurs, qui sont déplacés à un temps donné, le temps pour l'État de prendre ses responsabilités et de les ramener à leur place. Donc je pense qu'aujourd'hui, que ces personnes-là à qui j'ai beaucoup de pensées, une pensée vraiment, je dirais très sérieuse, devront participer à cette opération de vote. Alors, nous parlerons tout à l'heure donc des élections municipales et surtout de votre position parce que pour vous, il faut tenir ces élections municipales. Vous l'avez annoncé tantôt. Ça demandait mon avis. Nous en parlerons tout à l'heure. Oui. Et là, je vais vous inviter à suivre une interview. C'est un extrait donc d'une interview que nous avons réalisée avec M. Alidou Ouedraogo, qui est le président donc de la CODEL. Oui. Nous vous invitons, nous suivons ensemble et on revient pour la suite de l'entretien. Merci. La démocratie n'a pas reculé parce que nous sortons d'élections couplées présidentielles législatives. Au départ, les personnes ne croyaient, mais la résilience du peuple burkinabé, la vigueur des animateurs de nos animations, les forces FDS et les VLP, et l'ensemble de la population voulant, ces élections ont eu lieu. Ça a consolidé notre démocratie. Pourquoi? Parce que nous avons fait la même chose en 2016. Nous avons réussi des élections couplées, présidentielles, législatives en 2016. Et en fait, ce qui s'est passé en 2020 est une consolidation de cet effort. Et donc, si on s'inscrit dans le temps, et effectivement, en regardant notre pays d'où il vient, on ne peut pas dire que notre démocratie a lutté. Cependant, il y a des difficultés. Avant 2016, on ne connaissait pas le terrorisme. Avant 2016, on ne connaissait pas la Covid. Ce sont des phénomènes qui impactent le développement. Sans développement, il n'y a pas de démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas de développement. Vous savez qu'avant les élections de 2020, aucun parti ne voulait des élections. C'était le même langage. Notre territoire est occupé. Il y a les déplacés internes. On ne peut pas bouger, on n'a pas à manger. On a autre chose à faire qu'à faire des élections. Il faut donner l'argent des élections au FDS. On a tout entendu. Mais dès que la campagne a sonné, vous avez vu le spectacle que les partis politiques nous ont donné. Et par bonheur, le jour même des élections, il n'y a pas eu un seul coup de feu. Alors, vous avez été témoin. Et c'est dû effectivement à la capacité de notre peuple de gérer les situations difficiles. Je ne veux pas être naïf, ni optimiste béat, mais parce que j'ai vécu la situation dans ma chair, je tiens à accumuler certaines données. Aujourd'hui, par exemple, l'opposition a quitté le dialogue politique. Le dialogue politique, c'est une plateforme. Il faut y aller, puisqu'ils ont l'occasion de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à rejoindre la majorité dans le cadre du dialogue politique et on pourra essayer de voir
le bout du tunnel vers l'unité pour s'attaquer au terrorisme. Vous avez des jeunes qui sont trucidés comme Yoro. Ce monsieur-là, s'il était un militaire, ça allait nous rappeler le temps des Moumouni, des 16 Herbeaux, de la mise en œuvre pendant les guerres de 39-45, dans les Aurès, à Dien-Belfou. Mais les soldats burkinabés viennent du Soulou. Tous les tirailleurs sénégalais sont voltaïques. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas ces gens? Nos royaumes n'ont jamais été vaincus. Même la pénétration coloniale a été difficile. Et s'il y a eu des prouesses, le président Maurice Améou a intimé l'armée française de quitter Bobo Dioulasso pour lui laisser la place. Elle est partie. À l'instant, c'était Maître Alidou Ouedraogo, il est le président de la CODEL et nous sommes sur ce plateau en direct avec le vice-président de la CODEL, Monsieur Daïen. Monsieur Daïen, vous avez écouté justement Maître Alidou Ouedraogo tout à l'heure. Il parlait de la réconciliation, du fait que les Burkinabés devraient se mettre ensemble pour justement travailler et surtout donc, pousser le pays vers le haut et carrément anéantir le terrorisme. Ah oui, je crois que ça c'est un plaidoyer que nous menons depuis plus de 5 années. Juste pour votre mémoire, nous avions lancé un programme avec une des organisations partenaires de la CODEL, à savoir le réseau Afrique Jeunesse. En 2016, on a lancé un programme de réconciliation accélérée. Parce qu'on ne pouvait rien faire. Nous étions convaincus qu'on ne peut rien faire sans se réconcilier. Et on entendait des phrases du genre « Mais vous voulez vous réconcilier avec qui ? Vous voulez qu'on pardonne qui ?» Mais demandez à tous ceux qui sont en conflit, qui doit pardonner qui? Qui a fait quoi à qui? Les différents procès nous montrent un peu, attention à un peuple, quel que soit le moment où les gens se sont brouillés, il faut trouver une solution à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut même pas aller loin si on ne se réconcilie pas. Se réconcilier, ce n'est pas une question de partis politiques opposés, c'est profond. Ce sont des frustrations, ce sont des brimades, c'est l'injustice, c'est des gens qui ont été, je dirais à un moment donné, trompés, trahis, des gens qui ont perdu leur emploi, des gens à qui on a fait la force, et puis on dit on te fait, et puis il n'y a rien. Toutes ces phrases du passé-là sont encore valables. Donc je pense que ce qui est arrivé avec l'insurrection populaire demandait que les uns et les autres s'asseyent et se disent en face. Qui a trompé qui? Qui a fait quoi? Qui demande pardon? Le pardon, ça se demande lorsqu'on a commis intentionnellement une faute. L'excuse, c'est lorsqu'on s'est trompé. On va dire que le processus quand même de réconciliation nationale est en marche, hein, avec notamment le ministre en charge de la réconciliation nationale, même si il faut dire que le forum national sur la réconciliation nationale a été reporté. Donc, non, justement, j'en venais parce qu'il a fallu attendre pratiquement près de 5 ans après pour qu'on se rende compte qu'on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas se développer si on ne s'entend pas. Pour mettre en place un ministère, même fort, un ministère d'État de la réconciliation nationale. Ce que nous avons demandé, réclamé depuis 5 ans, est devenu maintenant, je dirais, un impératif pour les dirigeants de la place. Et nous nous réjouissons. Vous savez, le plaidoyer, ça ne porte pas forcément sur 3 mois, 1 an, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Le plus important, c'est que vous soyez écoutés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le forum qui fait la réconciliation. Le forum n'est qu'un espace, je dirais, de déballage ou de dépouillement de ce qu'on a pu récolter par-ci, par-là. Mais le forum ne peut pas résoudre le problème. C'est des approches individuelles, personnalisées. C'est ça. Et je crois que c'est ce travail plutôt qu'il faut voir, plutôt que le forum qui ressemblait un peu à une fois où tout le monde est là. Oui, attention, ce n'est pas un procès. Budget, certainement. Non, le budget ne m'intéresse pas. La paix n'a pas de prix. Mais ce n'est pas un procès. Quelqu'un ne viendra pas ici dire on m'a fait ça, et puis ça va être intéressant. Même s'ils sont 3 000, 4 000 ou 5 000. Etc. C'est une approche. C'est une approche. Donc, si tout a été recensé, que ça va être déballé ou dépouillé, il n'y a pas de problème. Mais il reste un travail de fond qui va être fait par des personnes de ressources, des personnes qui sont bien avisées, qui sont crédibles, légitimes, acceptées par ceux qu'on approche. Et autre plaidoyer donc de la CODEL, c'est le fait de souhaiter que ce soit les populations à la base qui élisent donc les maires de communes. Aujourd'hui, on va dire que c'est en train de se confirmer, même si on dit que pour les élections municipales de 2022, ça ne sera pas acté, mais notamment pour 2027, ça pourrait être le cas. Pourquoi c'est important pour vous que ce soit la population à la base qui élit le maire de la commune?
Écoutez, nous avons étudié la question, nous avons mis des groupes de travail qui ont regroupé, je dirais, des dizaines d'organisations membres de la... une dizaine plutôt d'organisations membres de la CODEL, et nous avons abouti à cette solution qui pourrait, pas totalement, mais résoudre un peu la question des crises que nous avons connues dans les communes. Vous savez, quelqu'un a dit tout à l'heure, lorsque je venais ici dans une radio de la place, comme quoi il faut rebâtir la citoyenneté. Et je suis d'accord avec lui. Il parle même des changements de comportement. Non, il faut que les gens comprennent un peu le sens de ce qu'est la politique, de l'engagement citoyen, militant. N'est pas militant qui veut. Un militant, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause, qui se bat. Nous avons vu avec les élections, ce n'étaient pas des militants. C'est des gens juste pris pour pouvoir prendre un poste. Regardez un peu, les conseillers sont élus par les populations qui choisissent qui ils veulent. L'argent peut marcher, mais l'homme compte beaucoup dans l'élection du conseiller. C'est quelqu'un qui est connu, qui est crédible, qui est accepté par les populations. En ce moment, sa légitimité plutôt est prouvée. Nous passons à l'élection des maires, et partout, c'est des trahisons. Ce n'est plus la voix de l'électeur. C'est des gens qu'on ne connaît pas, des gens parce qu'ils ont les moyens, des gens que le parti a placés, des gens. Et au finish, parfois même le lendemain, si ce n'est pas le même soir des élections, les conflits naissent. Nous reconnaissons, un maire quand même, c'est pas n'importe qui. Dans cette période de sécurité, nous avons besoin de maires écoutés, respectés et dont la parole porte. Aujourd'hui, ah oui, dans tout le dispositif de sécurité, on oublie un maillon très important, c'est le maire. Il connaît la commune, il connaît les hommes lui font confiance, le message passe avec lui. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller au suffrage universel direct, comme d'autres pays le font? Comme cela, le jour du vote, si ça avait lieu le 22 avril, ou je pense que le 21 avril, on saurait, lorsque je vais porter ma voix, je porte la voix sur la personne que je pense être capable de diriger ma commune. Pour des raisons qui me sont propres. Parce que je ne vote pas au nom de quelqu'un. Le vote est personnel. De toute façon, tous ceux qui sont dans les partis politiques, beaucoup votent contre leur parti lorsqu'il s'agit de choisir un homme. Ça, c'est clair et net. L'homme est très important dans le système. Donc, bien sûr, il y a des inconvénients, mais ils sont mineurs. Parce qu'il y avait 3 scénarios qui avaient été présentés par le MATDS. Et le scénario qui marchait le plus, c'était l'élection au suffrage universel direct, et qui permettrait à chacun de choisir son maire. Bien sûr, il y a aussi le conseil régional, etc. Donc pour nous, si ça se faisait, tout le monde trouverait que c'est vraiment le maire que le village et la commune veut. Et ça éviterait les problèmes. Malheureusement, c'est pas tellement malheureusement, on n'est pas découragé. Ils sont tous d'accord. Et ça, je vous dis, ça nous a surpris que les hommes politiques s'opposent à cette idée. Ça nous a surpris. On dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'ils allaient applaudir. Un homme politique, c'est quelqu'un quand même qui est respecté, qui est craint, partout où il passe, on a envie de l'approcher. Mais si partout où vous passez, vous craignez qu'on vous approche, alors là, ça pose un problème. Mais au moins, ils ont accepté que ce ne serait pas 2022, certes, mais ce serait 2027. Et les paroles données, nous espérons fortement. Et pour 2022, concernant les élections municipales, la CODEL souhaite que ces élections se tiennent. Ah oui, 2022, ce serait franchement une sorte de céder notre pays ailleurs. Nous sommes à un moment où il ne faut pas faire trop de calculs politiciens. Il faut faire aujourd'hui, je dirais, des analyses, des calculs qui portent sur l'existence même de notre pays, le Burkina Faso. Attention, regardez le nombre de déplacés. Nous sommes des citoyens, nous avons élu une seule personne, c'est le président du Faso. Les autres vont voter des lois, il va mettre en place un gouvernement, il travaille pour lui. Il n'y a pas de raison que le Burkina soit à ce stade. À ce recul sécuritaire, on connaît quand même notre pays, on connaît la force de nos hommes qui font des merveilles dans les missions internationales. Il est temps qu'on prouve, pas seulement au monde entier, mais on prouve au Burkinabé que nous sommes fiers d'être Burkinabé et que nous allons gagner. Et gagner commence d'abord à ne pas renier ce qui devrait être fait, à ne pas reculer, à ne pas laisser tomber ce qui devait être fait pour montrer que les forces occultes ont pris le terrain. Mais un pays en proie à l'insécurité avec des zones aujourd'hui, des communes aujourd'hui où il n'y a pratiquement plus d'administration, même la population fuit. Comment on peut organiser concrètement des élections dans ce contexte? Ne prenez pas les élections comme... Je vous dis que c'est un signal fort. C'est un signal fort de l'existence de notre pays et de notre capacité de rebondir. Que de tenir les élections. Ce n'est pas tenir pour tenir. Il y a des dispositifs qui ont été pris à partir de la loi du 21 décembre dernier et qui montrent un peu le seuil
minimum auquel on pourrait accepter certaines élections. Et également, à 3 mois des élections, une carte électorale sortira pour dire quelles sont les communes où on ne pourrait pas organiser des élections. Attention, ce n'est pas fini. Une fois qu'une élection n'est pas organisée, le Code général des collectivités territoriales prévoit la mise en place des délégations spéciales. Ah oui, n'oublions pas que c'est différent des députés et du président Faso. Les élections locales marquent le sentiment d'appartenance. La commune qui se sentirait incapable, qui sentirait qu'on ne peut pas organiser les élections là-bas, va tirer les conséquences. 2. Lorsqu'on va organiser des élections et qu'on saura que, de toute façon, les CEI il est aussi dit que si moins de 50% des circonscriptions dans une commune n'ont pas voté, on annule l'élection. Et on passe directement à la délégation spéciale, qui est exactement la même chose à la différence que cette fois-ci, c'est le préfet qui va diriger, il n'y aura pas un conseil municipal. Mais pendant un temps donné, et les délégations spéciales ont existé dans ce pays, en temps de paix. On a connu des communes à problème et on a mis en place des délégations spéciales. Je ne parle pas de la délégation spéciale du moment de la transition qui n'avait pas de sens. Parce que là, je ne vois pas où était la bagarre. On ne peut pas continuer avec la Constitution et puis dissoudre des institutions et puis croire qu'on est encore en République. Non, c'est un autre débat. Donc, mettez-vous en tête que aussi la mise en place des délégations spéciales dans les endroits. Aujourd'hui, vous avez des maires qui signent des papiers à partir des Ouadou. Est-ce qu'ils vont écrire le nom de la commune, telle ville, avant de signer? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. L'État doit reprendre sa place. Là où on ne peut pas organiser des élections, on va mettre des délégations spéciales et on va installer des préfets. Et qu'en est-il peut-être du ressentiment ou du mental des populations là qui sont dans ces difficultés? Si aujourd'hui on leur parle d'élections, alors qu'ils vivent la peur au ventre, ils ne savent plus à quel sens se vouer, est-ce que vraiment ces populations seront intéressées par les élections? Je dis que j'ai foi à mon pays, j'ai foi à ma direction nationale, à la gouvernance de ce pays. Et je pense que si l'engagement est pris, le temps qui nous restera pourrait régler le problème. C'était un appel, c'est une interpellation citoyenne que nous faisons. Écoutez bien notre message, nous ne faisons pas les élections pour des élections. Nous disons que le moment est venu de prouver que notre pays existe et que les citoyens croient à leur gouvernance, à leurs gouvernants et croient également que le territoire n'est pas pris. Les élections auront lieu. Nous savons qu'il y a tous les risques possibles de ceux qui vont aller voter, ceux qui ne vont pas voter, qui seront, excusez-moi, qui seront identifiés, qui seront, etc. Non, j'ai foi que dans les 3 mois à venir, notre pays retrouvera la paix. Il faut travailler dans ce sens. Il ne faut pas travailler dans, je dirais, c'est pas le découragement, mais un peu de la désolation. Non, quelque chose se passe où on ne comprenait pas pourquoi. On a passé un long temps à accuser X, Y, Z. On a passé un long temps à ne pas savoir ce que c'est. C'est une guerre asymétrique. Mais maintenant, on voit clair. On voit clair, on a les hommes qu'il faut pour pouvoir faire. Le travail est fait jusqu'aux populations. Nous sommes pacifiques, mais même les Nations Unies ont une armée qu'ils appellent casque blanc. Donc comprenez qu'à des moments donnés, vous ne pouvez pas passer le temps à dire que c'est vous qui faites la paix, c'est vous qui avez, vous dirigez ça avec un état d'âme, non, ça ne marche pas. Aujourd'hui, je crois qu'il faut marcher pour rassurer. Donc nous, lorsque nous réclamons les élections, c'est pour prouver qu'effectivement que le pays existe. Parce que les élections locales sont très importantes pour la population. Les questions de déplacés ne changent rien. Les déplacés, surtout des sécurités, c'est aussi réunir les logistiques nécessaires, tout le nécessaire même pour pouvoir faire. Est-ce que vous-même, observateur, vous allez pouvoir... Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les communes où ils n'ont pas eu de vote, on avait des observateurs. Les communes où il n'y avait pas eu de vote... Pour les élections couplées de 2015. On avait des observateurs. L'organisation citoyenne, ce n'est pas pareil que l'État. Nous faisons nous organisons. Après aussi, il faut compter sur la CENI. Hein. Est-ce que la CENI pourra réunir le nécessaire pour... quand on sait que pour l'enrôlement, déjà, la CENI n'a pas pu aller dans certaines zones pour les élections passées. C'est une question qui ne regarde pas la CENI, c'est une question qui regarde l'État burkinabé. L'État burkinabé. Si l'État décide, la CENI fera. La CENI n'a pas décidé d'elle-même. Elle a dû soumettre un projet qui a été accepté ou même elle a été surprise par les suspensions de l'enrôlement, les suspensions des exécutifs, plutôt, des démembrements, etc. Mais c'est autre chose. Il faut vraiment prendre ça avec sérénité, mais pas avec philosophie forcément. Aujourd'hui, il est question de savoir est-ce que notre pays existe, oui ou non. Je dis oui, nous existons. Sommes-nous capables de rebondir? Je dis oui, nous allons rebondir. Et je pense que l'appel que nous lançons va être entendu depuis haut lieu. Nous avons tous écouté un peu le dernier mois.
au Burkina, ce n'est plus comme avant. J'ai dit, on a passé un long temps à chercher l'ennemi ailleurs, à s'accuser. On a passé un long temps à croire à autre chose. Mais l'évidence est là. On peut. Alors, la dernière chose que j'allais vous dire, ce vote viendra légitimer les élus. Mais malheureusement, ça va légitimer les élus locaux. Et ça va leur donner une force. Vous ne pouvez pas mettre un dispositif de sécurité en place si le maire lui-même n'est pas impliqué. Lui qui connaît bien la population et que la population écoute. S'il est le premier à quitter le bateau, il y a de fortes chances que les autres ne restent pas. Il y en a beaucoup qui ont quitté le bateau. Il y a des mairies même qui sont détruites. On va tirer les conséquences. Ils ont bien peur, je suis d'accord. Mais attention, le capitaine, c'est le capitaine. Actuellement, les populations qui sont restées sont laissées à elles-mêmes. Elles sont obligées, je ne dirais même pas de pactiser. Est-ce que c'est de l'allégeance? Non. Elles subissent du martyre, ces populations. Ensuite, je vais terminer, je ne vais pas trop m'étaler sur ce point, dire que nous avons également salué la possibilité donnée aux déplacés internes de voter dans leur commune d'accueil. C'est vrai que ça a posé des problèmes. Ça pourrait éventuellement poser des problèmes, mais au moins, ça confirme et ça affirme encore leur citoyenneté. Alors, en tout cas pour la classe politique, je pense que cette classe n'est pas forcément contre des reports éventuellement, parce que nous sommes en janvier et c'est toujours pas sûr. On se demande si en quelques mois on pourra vraiment tenir ces élections, si ça doit se tenir en mai par exemple. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Ah oui, attention, il faut que je vous aide un peu à rectifier. Nous ne sommes pas contre le report tant qu'il est légal. D'accord. Non. Tant qu'il est légal, on n'est pas contre. Mais ne pas organiser les élections, c'est un peu ça le message qui passe souvent. On dit non. Aujourd'hui, avec la suspension de l'enrôlement et également la suspension du démembrement, nous sommes déjà en janvier, mais c'est dans 5 mois, c'est moins de 6 mois selon la CEDEAO, etc. On comprend que quelque chose doit être fait. Mais encore, il faut que ce soit légal. Si ce n'est pas légal, il faut tout de suite déclarer les délégations spéciales. Ça ne nous gênerait pas aussi. Mais nous disons tout de suite que ne pas organiser les élections, franchement, c'est prêter le flanc. Sinon, il appartient à ceux qui sont chargés de le faire, s'il te plaît, ma soeur. Nous sommes dans un État. Nous avons élu le chef de l'État, on n'a pas élu le Premier ministre. On n'a pas élu le président de la CENI. Et Babou Laura aime le dire, et j'aime bien citer ce monsieur dans l'ordre de mes formations que je donne aux jeunes. Mais le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc. C'est un fauteuil unique pour une seule personne pour diriger tout le Burkina, à qui nous remettons tous les moyens financiers, matériels, humains, logistiques, tout. Et il compose, il fait une bonne composition, il en a fait plusieurs fois avec les gouvernements. Moi, j'ai foi que notre président va réussir ce qu'il a décidé d'engager depuis 1 mois. C'est ma conviction. Merci, notre temps d'entretien est terminé. Alors, Monsieur Dayan, quelles seront les futures actions, notamment de la CODEL? Oui, actuellement, nous sommes d'abord sur la sensibilisation des populations afin qu'elles puissent reprendre ou du moins s'établir des cartes d'identité, cartes nationales d'identité, parce que les cartes nationales d'identité, en perspective du vote, bien sûr, et surtout actuellement dans cette situation. Ensuite, nous sommes en train de former les femmes à plus de responsabilités. Nous souhaitons que les femmes entrent en politique. Les femmes et les jeunes entrent en politique. Vous serez surpris. J'ai une trentaine de vies associatives très engagées. Mais j'ai toujours dit aux jeunes, écoutez, si vous êtes très bon en associatif, entrez en politique. Commencez par être conseiller municipal. À 80% des dirigeants de ce pays, que ce soit du CDP, du MPP ou du PC, sont passés par le mouvement associatif. Le mouvement associatif fortifie. Le mouvement associatif te prépare. Tu apprends à analyser, à respecter l'autre, à comprendre ce que c'est que le compromis, le consensus. Ceux qui n'ont jamais fait le mouvement associatif, lorsqu'ils rentrent en politique, vous allez voir, c'est des gens qui changent toutes les couleurs à tout moment. Ils ne connaissent pas le sens du militantisme sérieux. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser à travers des programmes, et je ne voudrais pas faire de la publicité, mais saluer un peu nos partenaires de l'Union européenne, qui nous accompagnent dans cette dynamique afin que les jeunes et les femmes entrent en politique et occupent des postes. C'est ainsi qu'on gagne. La deuxième chose, c'est la réconciliation nationale sur laquelle nous sommes engagés. Et nous avons fait des espaces, nous avons organisé des espaces de dialogue à travers le pays pour encore rassembler les populations autour d'une cause commune qui est notre pays et la commune. Et nous allons continuer encore cette action. Enfin, je pense que nous nous préparons sérieusement pour d'éventuelles élections
pour faire un travail en amont de sensibilisation citoyenne afin que tout se passe bien et que les gens puissent se déplacer normalement. Donc la CODEL, ce n'est pas 21 jours de campagne électorale, ce n'est pas 15 jours de campagne électorale, c'est 5 années de développement. Et vous pouvez le vérifier à travers notre plateforme presimet.bf. Si vous faites presimet.bf, vous verrez les engagements pris par Son Excellence Roch Macky Sall Kaboré et ce qu'il a réalisé. Merci bien. Merci. Nous recevions pour vous Monsieur Daniel Dagnan. Il est le vice-président de la CODEL. La CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons ceci.